là, je vais vous présenter en fait une recherche que j'ai menée avec des étudiants de l'Université de Lausanne entre 2008 et 2013. Donc les dernières fouilles sont relativement récentes, sur une forteresse de la fin de l'Antiquité, qui a été construite, comme vous verrez, vers le milieu du IVe siècle, au sein de laquelle en fait, va être édifiée une église entre la fin du IVe siècle et le début du Ve. Donc cette recherche s'intégrait dans un programme collectif de recherche qui regroupait les universités de Paris 4, de Besançon et de Strasbourg. Et notre objectif à nous était de comprendre les mutations qui s'opéraient en fait dans cette ville entre l'Antiquité et le début du Moyen-Âge. Voilà. Donc là, je vais vous emmener dans des régions qui sont bien au nord de celles qui vous préoccupent habituellement. Alors, il convient d'abord de situer en fait ce site. Alors, attendez, je cherche mon curseur. Donc, on se situe en Franche-Comté. Là, vous avez le découpage un peu compliqué, je vous l'accorde, des provinces romaines à la fin de l'Antiquité, mais géographiquement, aujourd'hui, on n'est pas très loin donc voilà la Maxima Sequanorum, donc la Grande Sequanès, qui est cette province dans laquelle se trouve le site que j'ai fouillé, donc l'antique épaulement de Odorum, et aujourd'hui la ville de Mandeur. Juste pour vous situer, donc c'est en Franche-Comté, non loin de Montbéliard, qui est actuellement en fait le lieu des entreprises Peugeot. Et donc, vous vous trouvez en Franche-Comté, pas très loin du territoire suisse, hein, donc qui se trouve ici, pas très loin non plus en fait de ce coude du Rhin, hein, qui marque en fait la limite ici entre la Suisse, la France et l'Allemagne. Voilà. En restant sur cette carte, on a parlé de l'importance de cette ville. Alors, c'est vrai que cette ville paraît pour vous aujourd'hui perdue, mais en fait, elle ne l'était pas du tout dans l'Antiquité. Donc, elle se trouve déjà pas très loin de Vésontio, Besançon, qui était en fait sa capitale de cité, donc c'est-à-dire la ville la plus importante du territoire en fait de cette cité. Mais en fait, Mandeur à l'époque était le siège d'élite séquane, qui était le peuple qui occupait cette région. Le vôtre et l'estalien, si je ne me trompe pas, celui de Mandeur et les séquanes. Donc des gens qui avaient en fait une grande fortune qui s'était établie sur le commerce, puisque Mandeur se trouve en fait sur un point de rupture de charge du tout. C'est-à-dire que les marchandises qui remontaient la voie rhodanienne, donc le Rhône, la Saône et le Doubs, en fait, ne pouvaient pas continuer au-delà de Mandeur, donc étaient ensuite transportés via la route et notamment en fait conduite en direction ici, il y avait une route très importante en direction du Rhin, le long du Limes Rhénan, donc là où se trouvait la frontière de l'Empire. Donc là, on est dans la première partie du 1er siècle, et après, de nouveau, cette frontière va être installée là à partir du début du IVe siècle. Donc, un endroit stratégique qui fait que, en fait, de tout temps, cette cité va rivaliser avec sa capitale de cité par sa parure monumentale, par ses temples, par ses édifices de spectacle. Voilà. Donc là, je vous donne une vision qui était restituée par Jean-Claude Golvin de cette cité, qui est installée, comme vous le voyez ici, dans un coude du Doubs, qui couvre une superficie d'à peu près 180 hectares, donc c'était une importante cité. On verra davantage sur le plan après, mais ici avec un quartier religieux, donc l'essentiel de l'habitat qui se situait là, avec deux quartiers périphériques ici, à vocation artisanale. On avait des ateliers de potiers, de verriers, des ateliers portés sur la boucherie, donc toute une série toute une zone artisanale qui était très, très prospère. Donc voici la même chose ici sous forme de plan, donc ces lignes très foncées sont en réalité donc les voies qui parsèment la ville. Donc de nouveau ici, donc ça toujours, ici l'habitat, ici ce grand carré un peu plus rouge qui correspond en fait à cet important quartier religieux sur lequel je reviendrai, et puis ici qui est déjà marqué avec cet arc de cercle, l'emprise de la forteresse que je vais vous présenter après, qui est en fait en forme de cloche, comme vous pouvez le voir.
Donc déjà pour vous la représenter en fait dans l'espace, et les quartiers religieux, artisanaux que je vous ai déjà mentionnés auparavant. On connaît très bien en fait l'organisation de cette ville, non pas parce qu'elle a été fouillée, mais on a pu faire des prospections géophysiques. Donc par résistivité, en fait, on peut marquer les murs, les sols, et en fait, on a déjà un plan très précis de cette agglomération sans l'avoir forcément fouillée. Certaines parties ont été quand même fouillées de manière intensive. Voilà, donc maintenant, en fait, j'avais dans l'intention de vous présenter un peu l'évolution des cultes, depuis, on va dire, l'époque romaine avec les cultes, on va qualifier de païens ici, vers en fait un développement vers la religion chrétienne. Oui, voilà. Voilà, donc là, je vous marque les deux zones religieuses essentielles de l'époque, donc le quartier religieux que je vous ai montré ici, et donc à l'ouest, et un deuxième ici à l'est de l'agglomération, sur lequel je ne reviendrai pas après, mais qui était constitué d'un culte avec des vocations, à vocation thérapeutique, à savoir qu'on avait un grand ensemble thermal, et en fait un temple avec une divinité qui était liée en fait à la guérison. Voilà une restitution de ce quartier religieux. Donc, vous voyez ici un imposant théâtre, dont vous verrez des photos par la suite, qui faisait 141 mètres de façade, qui est un des plus grands théâtres romains de Gaule et donc de France. Seul le théâtre de Lyon et celui d'Autun le surpassent. On en a parlé tout à l'heure, mais si vous voulez avoir une comparaison, ça fait à peu près 1,5 fois à 2 fois le théâtre d'Orange. Donc, ce qui est très conséquent. Il a juste le défaut de ne pas être dans le même état de conservation. Un énorme temple ici qui lui fait face, qui était dévoué en fait à Mars, qui est un temple probablement de type classique, mais voilà, qui était très imposant également. Et ici, vous voyez ces petits bâtiments qui sont en fait des temples gallo-romains. Donc on a la cella, donc le lieu dévolu à la divinité, et ensuite une espèce de déambulatoire autour. Voilà, et un deuxième temple ici très important. Voilà, je vous montre ici deux photos du théâtre. Donc vous voyez que son état de conservation ne peut rivaliser avec celui d'Orange, mais il y a une emprise, vous voyez, dans le paysage qui est très très marqué. Et voilà. Alors, là, je reviens en fait sur la fortification que je vais vous présenter. Donc, c'est celle qui a fait l'objet des fouilles que j'ai dirigées entre 2008 et 2013. Il y a eu des investigations dès 1998 qui ont permis d'identifier la présence de cette fortification, puisqu'en fait, on a un lieu-dit qui marque encore l'emplacement de cette fortification, puisque le lieu-dit s'appelait Clou du Château. Mais les gens ne se souvenaient plus en fait pour quelle raison en fait ce lieu-dit existait. Alors voici une restitution de M. Golvin aussi de cette fortification. Alors l'intérieur est tout à fait hypothétique puisqu'en fait on n'en a fouillé qu'une partie, mais c'est pour vous donner un peu une idée de ce que pouvait être cette fortification. En tout cas en ce qui concerne les remparts, les tours, ça c'est des choses qui sont donc clairement attestées. Donc là vous avez un rempart qui fait à peu près 4 mètres de large, qui devait avoir une élévation d'à peu près une douzaine de mètres, des tours qui font un diamètre de 6. Donc c'est vraiment un ouvrage fortifié très imposant qui a été construit en fait dans un premier chantier de construction vers le milieu du IVe siècle. Un chantier, comme je l'expliquerai par la suite, qui n'a jamais été achevé, donc seule cette partie semi-circulaire a été construite. La fermeture en direction du Doubs, donc qui se trouve juste là, n'a été faite que bien plus tard. Voilà, je vous expliquerai ça tout de suite. Alors, ce rempart, j'ai pas mis de photo parce que ce n'était pas l'objet de la discussion, mais ce rempart en fait était très arasé, donc c'est-à-dire qu'on n'avait plus d'élévation, ce qui fait qu'en fait il était plus marqué au sol. On n'avait plus que le radier donc, de ce rempart. Et en fait, dans ce radier, on a quand même retrouvé toute une série de choses intéressantes, pas mal de blocs architecturaux qui étaient issus en fait des monuments importants de la ville, des éléments de statuaire. On a notamment
retrouvé en fait cet avant-bras qui correspondait à une main qui avait été retrouvée au XIXe siècle, qui appartenait à une importante statue de culte de Mars, que je vous montrerai par la suite. Donc on voit que toute une partie de cette parure monumentale de la ville, ce qui faisait finalement sa richesse, vers le début du IVe siècle, il y a un démontrement systématique en fait, de ces monuments. On voit qu'on a par tronçon un monument, puis on en a un autre, et on se pose un petit peu aussi la question de qu'est-ce qui se passe dans cette ville, en fait, à cette période-là. Et en fait, on a la matérialisation de cette action en fait, dans le rempart. La question qui se pose, c'est qui a en fait édifié ce rempart, qui a fait cette construction. Et en fait, on a aussi retrouvé dans les niveaux de cette période plusieurs ensembles de fragments de bronze doré qui appartenaient à des statues qui étaient en train d'être refondus. Dans cet élément-là, qui est probablement peut-être en fait un élément de statue équestre. Là, vous voyez, il n'est pas encore restauré, donc je ne peux pas vous montrer son état actuel, mais là, il est en cours de fouille. Donc, toute une série de choses qui montrent qu'à cette époque, en fait, on démonte les temples. En tout cas, une partie où donc il y a quelque chose de particulier qui se passe. Donc voilà la restitution de cette statue en fait sur la base d'éléments dont on dispose. Ce qui est très, très intéressant aussi, c'est que la tête, c'est une tête très particulière qui est faite dans un marbre grec, qui est probablement en fait de la fin de la période grecque, donc de l'époque hellénistique, qui a été rapportée en Franche-Comté, et le corps a été fait avec un calcaire local. Et donc c'est une statue de type Mars Luthor, Mars Songeur, qui avait donc son temple à Rome. Donc ici vous avez un exemple de ce type de statue pour vous montrer un petit peu à quoi correspondait en fait cette statue dans le temple principal que je vous ai présenté tout à l'heure. Alors, j'ai juste avancé. Voilà, donc ce que j'ai pas dit, je crois que j'avais mis en fait une image, mais je ne crois pas, c'est qu'en fait, on a... Attendez, je m'excuse de faire avancer ma présentation. Ah, j'y reviendrai après. Voilà. Alors, cette fortification n'a jamais été achevée, en tout cas dans sa première période. Pourquoi? En fait, ce qui se passe, c'est que vers le milieu du IVe siècle, en fait, il y a des conflits au sein de l'Empire entre l'empereur de l'époque, qui était Constance II, et un usurpateur du nom de Magnence, qui lui, en fait, occupait cette région. Et en fait, il y a des conflits plus à l'est, qui en fait, il y a des troupes romaines qui étaient stationnées le long du Rhin, en fait, ont été diminuées en nombre, et du coup, les Alamans, qui étaient le peuple germanique de l'autre côté du Rhin, en a profité donc pour traverser le Rhin et faire un ravage dans la province de Brabant. Ce qui a eu pour conséquence dans notre fortification que le chantier qui était visiblement en cours a été stoppé. Et on a des traces d'incendie dans tous les bâtiments qu'on a fouillés jusqu'à présent, datable de cette période. Alors, comment se marque en fait un niveau d'incendie? Alors là, je vous montre très clairement, ça se voit très bien. Là, vous avez un niveau de circulation d'époque et vous avez cette couche sombre très noire qui est faite essentiellement de charbon, qui marque clairement en fait ces niveaux d'incendie. Voilà. Au-dessus, vous avez un niveau de sable qui lui correspond par contre à un niveau d'inondation du Doubs, qui a visiblement, qui est survenu très peu de temps après, qui a eu pour effet de conserver parfaitement ces couches. Donc là, on est sous le règne de l'empereur Constance II. Alors là, je vous montre un plan d'archéologue un peu plus complexe, mais pour vous montrer, on retrouve toujours cette cloche, que la partie qui a été fouillée est finalement infime par rapport en fait à l'emprise de la fortification, dont effectivement la restitution que je vous ai montrée doit être vue avec beaucoup de, beaucoup de suppositions. Je vais vous montrer déjà ici, en fait, même si on ne voit pas très bien, en fait, on a l'église que je vous présenterai qui est en forme de tau, de T. Et je vais vous présenter maintenant toute une série d'aménagements qui sont justement datables de ce premier chantier de construction. Voilà. J'ai marqué ce trait ici bleu qui correspond en fait à la ligne de rivage du Doubs à l'époque romaine. Et vous voyez que le Doubs actuellement s'est déporté un peu plus vers l'ouest.
Voilà. Donc là, je reviens toujours à l'angle de la fortification et je vais vous montrer différents bâtiments. Voilà. Donc là, on retrouve le rempart en forme de cloche. Ici, une route qui bordait en fait le Doubs, qui permettait en fait le halage des marchandises sur le Doubs. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai ensuite? Voilà, ce bâtiment-ci, qui est en fait une toute petite partie d'un bâtiment à vocation balnéaire, donc ce sont des thermes. Donc là, vous voyez la même partie que je vous ai montré auparavant. Donc là, vous avez les pilettes qui chauffent en fait le sol de la pièce par le système d'hypocause. Et vous avez ici le petit carré, en fait, ici, était un petit bassin. Pourquoi je vous montre ce bâtiment? C'est parce qu'en fait, on a retrouvé des estampilles d'une légion. En fait, dans les pilettes que je vous ai présentées, donc ces petits carrés qui supportent le sol, des estampilles d'une légion qui s'appelle donc la première légion martiale, qui est probablement en fait la légion qui a construit cette fortification dans sa première phase. Donc, il est très probable que cette fortification, au début, avait une vocation purement militaire. On avait d'ailleurs retrouvé des éléments anciens, des estampilles de cette légion, mais dont on ne connaissait pas véritablement en fait, le lieu de découverte. Retrouvé à Mandeur, on ne savait pas où, et on sait aujourd'hui que ça provient vraisemblablement en fait, de ce complexe thermal qui a été édifié dans une partie de la fortification. Voilà. Ensuite, je vous montre ce bâtiment-ci, qui en fait, lui, est accolé au rempart, qui est en fait un assemblage de pièces assez complexe, sur lequel on va aller très vite, mais toutes les pièces en fait sont quand même relativement bien notées, puisqu'on a en fait des pièces qui sont, le sol est fait d'un mortier de tuyau, d'un mortier d'un mortier de chaux, donc on a un sol en dur, à savoir qu'à l'époque on n'avait pas toujours des sols de cette qualité-là, on peut avoir des sols en terre battue, des choses comme ça, et aussi ici, de nouveau, une grande pièce chauffée, donc là, les pilettes ont été enlevées, parce qu'en fait, ici, on a les restes d'un hérisson de la basilique que je vous présenterai après, et la construction de l'église a complètement détruit, en fait, les restes de ce bâtiment. Donc, je vous les présente aussi, puisqu'en fait, la basilique que je présenterai juste après va, en fait, s'installer sur ces anciennes constructions. Voilà. Alors, on ne voit pas les pilettes, on sait qu'on avait des pilettes, mais on voit encore ici les traces de chaleur, à part qui venait en fait de cette zone-là où on avait le foyer qui chauffait en fait cette pièce. Alors on pense qu'il s'agit peut-être d'un bâtiment d'un officier, en tout cas un bâtiment d'une certaine importance, puisqu'on a, comme j'ai dit, un bâtiment d'un certain standing, mais on y a aussi retrouvé toute une série d'objets qui étaient assez riches. Alors notamment cette statuette de fortune, qui peut être en fait aussi une représentation de la dignité tutélaire donc de la ville ou du camp, et qui porte ici une corne d'abondance très stylisée, des pommes, des fruits dans les plis de son vêtement, et cette couronne, qu'on appelle couronne amoralis, qui justement symbolise la ville. Et puis ici, cet élément de chaton, il manque une bague de mariage en or, avec ces deux portraits qui se font face, qui est un objet assez caractéristique de l'Antiquité tardive, mais qui est très rare en fait, en tout cas en foot. Donc, qui est très petit, qui fait vraiment quelques millimètres. Donc, vous voyez, avec une qualité de réalisation très belle. Voilà. Alors maintenant, on va s'intéresser au second chantier qui est en fait celui qui englobera aussi par la suite de la construction de l'église, qui lui en fait n'a pas repris tout de suite. On a vraisemblablement un peu une période un peu la fortification, il ne s'y passe pas grand chose, à savoir que au IVe siècle, en tout cas dans la première moitié du IVe siècle, quand le premier camp se construit, on a encore une agglomération, la ville, qui elle semble encore relativement prospère. Les quartiers ne sont pas véritablement abandonnés. Par contre, là, on a cette fortification ici qui est édifiée, fermée en fait du côté du Doubs. Donc on a vraiment ici tout le rempart qui est construit et qui englobe une superficie qui pourrait être en fait la ville de l'Antiquité tardive.
au début. En tout cas, on le sait par la suite, mais en tout cas, dès cette construction, donc on a un TPQ, c'est-à-dire un terminus postquem, c'est le moment à partir duquel on peut envisager cette ville. Ça, c'est basé sur des monnaies retrouvées. Donc on pourrait envisager que la ville vient s'insérer en fait là. Puisqu'en fait, à cette période-là, les quartiers sont abandonnés, on voit que la situation est beaucoup plus compliquée dans la ville, et peut-être le nombre d'habitants chute considérablement. Voilà. On a aussi, à même période, en fait, une fortification qui s'avance en direction du loup, et qui, elle, protège en fait des aménagements, protège en fait un port fluvial. Donc on a des aménagements de la berge qui sont assez forts, constitués de blocs qui font plusieurs tonnes. Et on a cette fortification, ce rempart qui s'avance en fait en direction du Doubs et qui ferme, protège ce port fluvial. Donc on voit qu'on a encore une activité commerciale qui est très forte par ce biais-là. Alors voilà, on arrive déjà à l'église. Oui, ce que j'ai pas dit, on a parlé de ville, on parlait aussi de... Là, on voit une population civile qui vient s'insérer dans ce rempart, qui pourrait être cette ville de l'Antiquité. C'est toujours difficile à définir combien d'habitants une ville peut englober dans ces périodes-là. Il faut savoir que le théâtre que je vous ai montré tout à l'heure avait une capacité de 18 000 personnes. Ce qui ne signifie pas forcément qu'on avait 18 000 personnes dans cette ville, puisqu'en fait, ces théâtres étaient utilisés dans des cérémonies, dans le cadre de cérémonies religieuses, qui en fait faisaient venir des gens qui venaient de toute la région. Donc, voilà, c'est peut-être une ville qui a pu contenir 8 000 habitants, peut-être un peu plus. C'est toujours très très difficile à définir. Donc c'est tout aussi difficile de définir combien d'habitants peuvent s'intégrer dans cette fortification et dans ces environs militaires. Voilà. Donc je reviens souvent sur cette image. Donc l'église que je vais vous présenter ici correspond presque plus ou moins à ce bâtiment-là, qui n'avait pas été représenté comme église à l'époque, puisqu'en fait on ne l'avait pas retrouvé. Donc c'est juste pour vous situer en fait un petit peu dans quelle zone de la fortification on se situe. Voilà. Donc vous avez ici une église avec un plan tout à fait particulier, puisqu'en fait c'est un plan qu'on qualifie en forme de tau, de T. Donc voilà. Et avec une complexité déjà avancée d'un point de vue de ces pièces, et surtout avec un chœur qui se trouve ici, qui n'est pas en abside, mais qui a un chevet plat. Donc ce qui est tout à fait, on va dire, inhabituel. Alors, pas si inhabituel dans l'Antiquité tardive, puisque par exemple, si on considère les grandes basiliques de Trèves qui ont été construites dès le IVe siècle, ces basiliques ont un chevet plat. Donc ce n'est pas non plus tout à fait une règle, mais c'est quelque chose de très fréquent. On a effectivement un chœur en forme d'abside. Alors, je vous ai montré cette image, parce que là vous avez un plan très clair, ça paraît très simple, on s'imagine qu'on a des murs en élévation, que le travail de l'archéologue a été relativement facile. Et en fait, c'est une faute très difficile, puisque le rempart que je vous ai présenté a été récupéré jusqu'au moins à la moindre de ces pierres, parce qu'on en a fait d'autres constructions par la suite, notamment dans le cadre des usines Peugeot, il y a beaucoup de pierres qui ont été récupérées. On a aussi, à la fin du XIXe siècle, rendu ces terrains cultivables, donc on a prélevé aussi énormément de pierres. Et en fait, c'est très compliqué aussi au niveau de l'église, puisqu'en fait, comme vous le verrez, les murs ont été récupérés vraiment jusqu'à la sole, il ne reste plus que le dernier abbé. Pourquoi en fait elles ont été récupérées? Parce qu'on pense que même les fondations étaient constituées d'énormes blocs, aussi peut-être prélevés dans la parure monumentale de la ville du Haut-Empire, qui étaient très intéressants en fait pour les récupérateurs. Donc, voilà à quoi correspond cette fouille. Donc, vous voyez aucune élévation, on est toujours en fondation. Par contre, tous les sols, la plupart des sols sont conservés. Voilà. Donc maintenant, vous avez peut-être encore déjà le plan que je vous ai montré auparavant. Hein. Donc on a une église qui fait, je ne l'ai pas dit, mais 24 mètres de long. La barre du T aussi fait aussi 24 mètres, donc c'est un ouvrage qui est quand même relativement important pour l'époque. Et qui s'adosse, comme vous l'avez vu aussi, sur le rempart. Et maintenant sur le terrain, voilà ce que ça donne. Donc, si je vous montre, on voit les sols. Oula. Je vais mettre un peu vite.
Voilà. On voit les sols, mais on ne voit pas les murs. Donc, si je reprends ce que je vous ai montré avant, on a ici le chœur et la basilique, la nef qui se développe ici en avant, avec un rempart qui se situait plus ou moins ici. Donc, on n'a plus que les sols, plus les murs en élévation. À quoi ça correspond sur le terrain? Donc, ici, on voit très clairement les murs. Les murs sont très épais. Hein. Ils font à peu près 1,10 m en fondation, ce qui permet d'avoir des élévations relativement importantes qui sont celles du rempart. Donc il faut clairement envisager quelque chose qui peut aller entre 12 et 14 mètres. Vous avez ici, juste pour vous situer, on reviendra plus en détail sur les différentes parties de l'église, le chœur, et ici la nef. Donc, on a, effectivement, je le répète encore, plus que les fondations. On voit ici quelques blocs plus importants qui subsistent, mais on sait qu'au centre, puisqu'on en a enlevé, on avait des blocs d'architecture relativement importants. Voilà. D'autres photos ici pour vous montrer l'état de conservation des murs. Donc, vous voyez cet important hérissonnage. On parle d'hérissonnage puisqu'en fait les pierres sont disposées comme un hérisson en fait, de pierre qui permet une bonne stabilité. Vous avez ici de nouveau un des murs qui définissent la nef. Ici le sol de la nef. Donc c'est une fougue très compliquée. Et à savoir que on est à peu près à 30 cm, 30-40 cm sous le niveau actuel. Ce qui veut dire que, en fait, on avait des traces de labour qui venaient directement en fait, sur les sols, ce qui avait pour conséquence qu'il fallait fouiller au plus vite quand même cet ouvrage, ce monument, puisque dans quelques années, il en resterait plus rien. Et on a la chance d'avoir encore la trace de certains aménagements liturgiques qu'on aurait définitivement plus eu dans quelques années. Voilà. Alors on va commencer tout d'abord en fait par une présentation du chœur. Donc on voit d'abord toute une série de petits rectangles, de petits carrés qui montrent en fait différents aménagements dans ce chœur. On avait ici en fait les marques, on avait un orifice quadrangulaire qui marquait en fait l'emplacement de l'autel. On en avait un plus petit ici à l'arrière, donc je vous montrerai des photos après, qui marque quelque chose qu'on ne peut pas établir pour sûr, mais qui pouvait être un support, peut-être pour un petit runker. Et puis ici, vous verrez également un creux, ici, qui pourrait marquer une barrière liturgique qui a été construite dans un second, un troisième temps. Voilà. Donc toutes les parties que je vais vous présenter maintenant ont été construites en même temps. On a parlé des questions de datation. Alors la datation qui reste encore un petit peu vague entre l'extrême fin du IVe siècle et le début du Ve, réside essentiellement sur les niveaux d'incendie de cette église, puisqu'en fait cette église a été incendiée très rapidement après sa construction, suite, on verra, à une attaque de la fortification. Voilà. Alors voilà ce qui reste en fait du chœur. Donc vous voyez très difficile aussi, mais on voit encore ici, vous voyez, ce sol légèrement plus rouge. Donc on a un sol qui est fait en fait sur aussi un important radier en hérisson. Dessus en fait on coule une chape de mortier et en fait on décore, on marque en fait le sol avec une petite fine couche de mortier tuyau. Donc c'est un mélange de mortier et de tuiles concassées qui lui confère en fait cette couleur particulière. Donc ce niveau qui vous voyez en fait n'est conservé que très partiellement, en raison notamment des labours, et encore visible dans certaines parties. Au centre, ici, on avait un creux, vraiment quadrangulaire qui se matérialisait de manière très nette, qui était l'emplacement de l'autel. Et puis, ici devant, cette rainure très profonde qui matérialisait peut-être une barrière qui a été construite, comme je l'ai dit, par la suite. Et on avait ici encore des pierres qui marquaient comme un emmarchement, donc comme un passage qui conduisait à l'autel. Voilà. Maintenant, je vais vous parler donc de la nef, qui fait à peu près 10 à 11 mètres de large. Et donc, vous voyez qu'il n'y a pas de colonne ou de poteau qui sépare en fait cet espace. Donc, on a vraiment des poutres
importante qui parcourt la largeur de cet édifice. Et voilà ce qu'il en reste. Alors, ce que vous voyez ici comme étant jaunâtre et un peu noirâtre, c'est vraiment le sol en mortier qui subsiste de cette nef. Et pourquoi il a cette couleur? Parce qu'en fait, il a pris cette couleur suite à cet incendie que je vous ai déjà mentionné. Vous voyez cependant ici une petite base qui en fait supportait en fait une colonnette dont on a retrouvé juste à côté, qui était une colonnette en marbre cipolin, dont la provenance est probablement en fait l'île de B en Grèce. Donc un marbre qui venait d'assez loin, qui lui a peut-être été prélevé en fait dans les temples voisins et récupéré. Donc vous verrez qu'il y a toute une série de marbres qui en fait ornaient cet édifice, qui sont issus des riches temples qui ont été proches de cette fortification. Et on voit ici, je ne sais pas si vous le voyez, donc on voit ce mortier de chaux avec ces petites empreintes de tuiles qui en fait marquaient un espace particulier dans la nef en avant. Donc ça avait une largeur à peu près d'1 mètre. Donc on avait quelque chose qui marquait le passage en fait en direction du chœur. Donc on avait comme une ligne comme ça, une bande plutôt, au mortier de tuyau. Voilà. Alors, dans cette nef, on a pu mettre en évidence un aménagement spécifique. On voit très clairement ce carré en mortier, vous le voyez tous, je pense, qui en fait, supportait, c'est une espèce de podium, qui est, dans le jargon des archéologues, appelé solea, ou scola cantorum, suivant la fonction de cet objet, donc une solea étant un podium qui servait en fait aux prêches, de l'abbé ou du religieux, du clerc qui était là, ou scola cantorum quand c'était un podium qui accueillait des chanteurs. Voilà. Et donc, il y a un aménagement liturgique qui est assez peu mis en évidence en fait dans la province que je vous ai mentionné, et donc qui était fort intéressant, puisque certes, on avait beaucoup de récupération des maçonneries, mais on avait encore tous ces aménagements qui étaient visibles si on faisait une fouille attentive, parce que là, ça était quand même une fouille très fine pour marquer encore les restes de cet aménagement. Et ici, vous voyez encore cet aménagement qui est un mortier très jaune, qui se distingue très clairement du sol de la nef. Et ici, on a le radier encore interne qui est encore partiellement conservé. Alors cet aménagement, on voit bien qui vient sur le sol qui a été incendié. Donc on est dans un aménagement qui est postérieur, qui est probablement en fait soit de la fin du 5e ou plus vraisemblablement de la première moitié du 6e siècle. Voilà, donc là je vous l'ai marqué. Et maintenant on va passer à cet espace intermédiaire qu'on a entre la nef et le chœur, qui est en fait un avant-chœur très spécial. On avait probablement ici une barrière liturgique, en tout cas un mur en élévation partielle, comme c'est le cas ici. Donc ici, c'est une maquette qu'on avait fait à l'occasion d'une exposition. Mais on voit très clairement cet espace avec ces 2 colonnettes qui devaient supporter quelque chose, qu'on n'a pas restitué parce que c'est difficile d'en déterminer la nature. Un espace qui permettait non seulement en fait, d'avoir quelque chose qui était en avant du chœur, mais qui permettait aussi d'accéder à l'ensemble des pièces qui se trouvaient de part et d'autre du chœur. Donc, notamment cette pièce ici intermédiaire, ici cette pièce qui est le baptistère, et toutes celles-ci. Donc vous le voyez ici par la matérialisation de ces portes, avec une ouverture large sur le chœur et son autel. Alors le sol, vous voyez toujours la complexité des choses. Le sol était très particulier. Donc, on a eu, comme je vous l'ai montré, des sols en mortier de chaux, avec des rehots en fait, en mortier de tuyau, et là en fait on avait un pavage. Donc comment on le sait? Vous voyez très clairement ici cette forme arrondie qu'on retrouve ici. En fait, c'était constitué de ce qu'on appelle des couvertes de murs. Donc c'est ce qui était mis en fait, notamment dans les enclos, soit funéraires ou les enclos religieux. Sur le mur, on mettait cette couverte semi-circulaire. Et donc la surface de
dessous en fait est très plane. Donc en fait on a retourné ces couvercles, on les a mis comme ça, et on avait donc un pavage qui était formé par ces blocs. Voilà. Maintenant je vais pas vous parler de cet espace-ci, puisqu'en fait il n'y a pas d'aménagement spécifique, on avait simplement un sol en mortier de chaux. Donc la fonction de cet espace est très difficile à déterminer, mais je vais vous parler en fait de cet espace-ci qui est le bâtisseur. Alors, je reviens peut-être sur celle-ci. Alors, vous verrez, on va retrouver quelques marques de la cuve baptismale dans ce sol. Malheureusement, il y a des choses qui ont été récupérées à cet endroit, et donc la cuve a été extrêmement endommagée. Il n'y a plus qu'un énorme orifice avec, comme vous le verrez, quelques traces encore de l'empreinte du baptistère. On a ici, donc le sol est ancien mortier, on avait ici une marque, vraiment une ligne, qui était faite en mortier de tuyau. Donc on sait que le sol, en fait, quand le sol a été fait, on a laissé une planche à cet endroit. Et en fait, quand le sol était plus ou moins sec, on a retiré la planche et on a mis en fait dans ce creux du mortier de tuyau. Donc on avait vraiment voulu faire une signalisation au sol. Donc c'est aujourd'hui un unicum, on a retrouvé ça dans aucune église connue à ce jour. Et vous verrez aussi, ici on avait l'empreinte de quelque chose qui avait été maçonné, qui se trouvait sur le sol, parce qu'on a encore très clairement l'empreinte d'un mortier qui était différent de celui du sol. Donc vous voyez, l'archéologie c'est un peu comme une enquête, hein. On doit analyser plusieurs éléments pour essayer de voir finalement qu'est-ce qu'on a réellement à cette époque-là. Voilà ce qui reste. Alors, voilà. Donc, ici, je reviendrai en détail sur l'emplacement du baptistère. Ce que je peux déjà vous dire, c'est que ici, vous voyez ce petit élément rouge. Vous voyez aussi ici une coupure dans le sol qui correspond très clairement en fait à l'emprise de la cuve. Donc on a très clairement l'angle d'un octogone, on le verra aussi parce qu'on a encore un reste de la cuve. Et en fait, ce petit élément rouge, je vous montrerai après, c'est un élément de joint en mortier de tuyau. Donc le mortier de tuyau, là je vous l'ai montré à caractère décoratif, mais dans l'Antiquité, il était utilisé aussi et essentiellement pour les ouvrages à caractère hydraulique, puisqu'en fait ça avait la qualité d'être imperméable, ce qui n'était pas le cas du mortier de chaux. Et puis, donc là j'ai l'emprise plus ou moins vague de ce baptistère. Et puis ici au sol, on a cette marque, donc, je ne sais pas si vous le voyez, on voit très clairement cette marque ici, qui en fait dans un second temps a été reprise ici par toute une série de pieux qui devaient marquer en fait une distinction entre cet espace-ci et celui-là. Donc j'y reviendrai aussi par la suite, donc je vous montre cette empreinte. Et puis, je ne sais pas si vous voyez ici, on a une trace un peu plus blanche qui en fait correspond à quelque chose qui a été construit sur le sol, donc postérieurement à cette première phase également. Alors que cet élément-là est d'origine. Et donc voilà, je remarque aussi également cet élément-là. À quoi pourrait-il servir? On ne sait pas trop. Je reviendrai peut-être après, on a peut-être une hypothèse, mais il faut que je vous montre les autres éléments. Que reste-t-il de la cuve baptismale? À vrai dire, peu de choses. Donc, on a de nouveau cet élément ici en mortier de tuyau, on en a un autre ici, qui sont en fait donc les joints à la base de la cuve qui est en élévation par rapport au sol. Donc c'est très caractéristique, c'est justement des joints de bas, de bassin. Et puis, on a heureusement retrouvé dans les restes de récupération de cette cuve un reste, justement, de l'élévation, excusez-moi, de l'élévation de la cuve. Donc on a de nouveau le joint qui venait en contact du sol et la paroi du baptistère. Et on a ici clairement en fait l'angle d'un octogone. Et aussi la découpe dans le sol était assez claire, donc il n'y avait pas de doute possible.
Même si les preuves semblent faibles, on a tous les éléments malgré l'état de conservation. Voilà, ici je vous montre un détail de cette marque rouge qui, elle, a été enlevée. Donc, là, on a enlevé la partie tuyau pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on avait dessous, et on voit effectivement des lignes qui correspondent à quelque chose de ligneux qui était disposé en fait pendant que le sol séchait. Donc, qui correspond en fait à deux planches qui ont été disposées. Et en fait, on a rempli ce creux par du mortier de tuyau. Et on voit que le mortier n'est encore pas très chaud, puisqu'en fait, on a des inclusions de tubes qui sont pris en fait, dans le mortier du sol. Alors, je ne sais pas ce que j'ai après. Voilà. Voilà. À quoi sert en fait cette ligne? C'est très difficile en fait de le savoir, puisqu'en fait, c'est un unicode. Je pense que, étant donné que dans un second temps, on a une barrière à cet endroit, que c'était une signalisation ou un élément qui permettait de canaliser les catéchumènes, donc les gens qui étaient destinés à être baptisés avec un parcours bien spécifique. Donc ici on avait un portique où attendaient peut-être les gens qui étaient destinés en fait au baptême. Ils entraient par le baptistère, par cet endroit, et puis en fait accédaient, étaient baptisés dans la cuve baptismale, ressortaient, et ici pouvaient passer dans l'avant-cœur avant de gagner la nef. Donc on pourrait avoir ici la matérialisation d'un circuit des catéchumènes, ce qui est une première en fait, puisqu'on n'a pas ce genre d'aménagement. Donc c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, et on voit que l'importance de la conservation des sols est très importante, et finalement si on n'a pas les murs, c'est pas très grave, les fondations nous suffisent. Donc voilà. Là, je vous montre à quoi correspondait la fouille. Si je vous montre ça, c'est parce qu'en fait, sur le sol, on a retrouvé un squelette. Et dans justement la démolition et les perforations qu'on avait dans le baptistère, plein d'ossements qui correspondent à peu près à une quinzaine d'individus, qui montrent en fait qu'on avait enterré, à un certain moment, quand le baptistère n'était plus fonctionnel, des individus. Pourquoi? Puisqu'on suppose, on le verra aussi parce qu'on a retrouvé en tout cas un élément de ça, on pense qu'on a disposé un reliquaire dans cette partie de l'église, peut-être à l'emplacement de la marque, peut-être l'emplacement de la marque que je vous ai montré sur le sol, et c'était très caractéristique pour l'époque. Quand on avait un reliquaire avec la relique de saint, on avait une volonté, en tout cas des élites, d'être proche de cette relique et enterrée à proximité. Donc on a pu avoir une petite zone funéraire avec un certain nombre de gens qui ont été enterrés dans cet espace-là, mais aussi on a des traces à proximité, en dehors, à proximité de cette partie de l'église, avec une volonté justement d'être enterré à proximité d'un des reliques d'un saint pour avoir une vie en-delà un peu plus bienheureuse. Donc voilà, pourquoi on n'a pas un squelette? Malheureusement, il faut s'imaginer que, en principe, les tombes sont creusées à peu près à 80 cm depuis le niveau du sol, et nous on était déjà à 30 cm, donc celui-là est à 30 cm du niveau de circulation actuel. Donc vous voyez qu'on a perdu dans le temps 50 cm de niveau archéologique qui n'existe plus. Et donc en fait les labours arrivaient directement sur ce sol, donc cette sépulture a été malheureusement partiellement labourée. C'est un peu triste, mais voilà. Donc voilà ce qu'il en restait, je vais vous montrer rapidement. Ce que je peux dire également aussi, c'est que dans la périphérie de l'église, pas proche de cet espace, on a aussi retrouvé une sépulture d'enfants, ce qui est assez étrange, puisqu'en fait, on n'enterrait pas des personnes à l'intérieur des villes. Donc c'est vrai que les nécropoles liées à cette fortification sont en périphérie, et seuls qui sont autorisés, c'est dans le cas de ce baptistère, puisqu'en fait on est dans un cas très spécial. Mais là, on a une tombe d'enfants qui, elle, s'intègre en fait dans le tissu urbain. Et là, je vais vous parler d'une autre sépulture qui devait être très importante, qui a été construite dans cet espace-ci. Donc vous voyez ici, de manière très schématique, la tête et le corps, et puis quelque chose matérialisé en violet, qui est en fait l'empreinte d'un monument sur le sol.
Et cet individu a été enterré sous ce monument. Alors il n'y avait plus que la base de ce monument. Donc on a ici probablement la sépulture du fondateur de l'Église ou d'une personne, un clerc, un religieux qui a eu une fonction ou un lien très particulier par rapport à cette Église. Donc voilà, après en élévation c'est difficile de savoir ce qu'il y avait, s'il y avait un arcosolium ou quelque chose de ce type-là, sous quelle forme en fait ça se matérialise en élévation. Si c'était peint ou pas. Ce que je peux dire aussi, c'est qu'on a retrouvé des restes de peinture murale dans cette église. Très peu, puisque, comme j'ai dit, les effets des labours ont fait le ravage. On a retrouvé au niveau du cœur des restes de peinture qui imitaient des marbres, notamment un marbre jaune qui est probablement qui imitait du marbre de Kemtou, donc en Tunisie, qui est un marbre très prisé. Et puis on avait aussi dans le baptistère des peintures très simples. Donc on avait un revêtement blanc avec des encadrements de couleurs diverses, jaune, rouge, qui auraient pu en fait accueillir des figures particulières au centre de ces encadrements. Malheureusement, là aussi, on n'avait plus que très peu de peintures. Il faut aussi savoir que ces peintures ont visiblement été détruites, en tout cas arrachées, au moment où le baptistère est transformé en espace funéraire. Voilà. Et enfin, cette dernière salle ici, qui est très importante d'un point de vue de ses dimensions, et qui est aussi très très particulier d'un point de vue de son revêtement, parce que là, on n'a plus un seul mortier de chaux, mais un seul mortier de tuyau, mais pas simplement en surface, c'est totalement en mortier de tuyau. Voilà. Et là, vous voyez, de nouveau, vous voyez très clairement cette couleur très, très rouge, avec ce radier ici très important, en fait, pour bien maintenir ce sol, et les ravages encore visibles au sol de cet incendie. Je vous ai mis ce chapiteau d'un pilier corinthien. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette pièce était visiblement décorée de marbre relativement riche. Notamment, on a récupéré dans le grand sanctuaire cet élément-là, et on sait qu'on a aussi retrouvé quelques fragments dans les fondations des murs dans lesquels on avait prélevé des pierres, des restes de ce type-là, qui montrent qu'on avait une décoration particulière dans cet espace. Probablement marbre, constitué en partie par ces éléments de marbre de Carrare. Donc le marbre de Carrare est un marbre qui vient d'Italie, qui est un marbre aussi très très prisé à l'époque romaine, il était très cher. Voilà. Je vous ai parlé d'un incendie sur lequel je reviendrai. On a retrouvé dans le premier niveau d'incendie énormément de verres à vitre. C'est un des plus grands ensembles de verres à vitre qui ont été tardives dans l'est de la Gaule. Donc c'est des milliers de fragments. Tout était là. Donc on voit qu'on avait des baies très, très grandes. Et puis, dans un second temps, peut-être déjà après ce premier incendie, on a aménagé des baies avec des vitraux. Donc, on le voit peut-être pas très clairement, j'aurais peut-être dû mettre un dessin, ça aurait été plus explicite, mais on voit déjà que ces verres ont des découpes particulières, ici quadrangulaires, enfin triangulaires, qui sont en fait des verres aménagés comme des verres de la vitre, donc des verres plats, qui sont en fait faits avec des petites retouches comme ça, et qui venaient se glisser dans des résilles de plomb. Et voilà, c'était un système déjà proche de celui qu'on a aujourd'hui, avec des verres, vous voyez, dans les tons olivâtres, blancs, on avait des bleus. Quand on ne faisait plus de verre plat à l'époque de couleur rouge, on a même récupéré des récipients rouges, on a retaillé pour donner ces couleurs, donc voilà, on a fait avec les moyens du bord, mais c'est quelque chose qui est non plus pas extrêmement à tester dans les édifices que nous on fouille. Donc là, on avait beaucoup de fragments de vitraux. Par contre, on n'a pas retrouvé les éléments qui les fixaient, puisque ces éléments en plomb ont vraisemblablement été récupérés. Ce que je peux dire quand même, c'est que le site sur lequel on a travaillé, c'est le plus grand, le site le plus important d'un point de vue des objets en plomb retrouvés en Gaule. Donc ce sont des milliers d'objets en plomb qui ont été retrouvés. Aussi énormément de coulures. Visiblement, quand on a amené les blocs dans la fortification, ces blocs étaient souvent maintenus par des attaches en plomb. Donc on les a récupérés systématiquement et on a refait plein d'objets variés. Voilà. Là, je vous ai montré, donc là, c'est l'élément de colonnette que je vous ai mentionné avant, qui venait sur cette base de piliers dans la nef.
Donc vous voyez ces stries un peu verdâtres qui sont caractéristiques du cipolin. Donc c'est un marbre qui est très beau, hein, en fait, quand il est, je dirais, qui vient d'être taillé, puisqu'il a cette belle teinte verte. Et puis, bon là j'ai mis vraiment un échantillon très restreint, les différentes variétés de marbres qu'on a. Donc on a des marbres qui viennent de toutes les régions de l'Empire. Quelques exemples ici, un marbre de Turquie, des marbres, ici sont le porphyre vert, caractéristique qui vient de la région de Sparte, le porphyre égyptien, le porphyre rouge. Donc ces deux marbres constituent les marbres les plus chers de l'Empire romain. Donc on en a trouvé pas mal, beaucoup de porphyre vert notamment. Les marbres blancs, type celui-ci, marbre de Carrare, les marbres gris, dont certains ont par contre une origine plus régionale, à savoir sont issus de France. Et voilà, énormément de fragments de marbre, dont il n'est pas toujours possible de déterminer l'emplacement. Donc vraisemblablement pas au sol, puisqu'on a tous les sols qui sont conservés, à moins qu'ils aient appartenu à des décorations de sol postérieures, ce qui serait envisageable. Donc ce sont plus des fragments de marbre pariétaux. Mais aussi, j'ai vu récemment, en ayant visité une des églises à Rome lors de mon séjour, j'ai vu une solia qui avait un revêtement en marbre. Donc on peut aussi imaginer qu'on ait eu en fait un revêtement de cet émagement sous forme marmoriale. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a prélevé ces marbres, peut-être dans le sanctuaire antique du Haut-Empire, mais c'est pas simplement qu'on a repris les éléments et on les a disposés. On a pu observer qu'il y avait une retaille de ces éléments et aussi un choix. Il y a visiblement, on a privilégié plutôt certains marbres au détriment d'autres. Donc il y a une volonté aussi de choix. On a privilégié pas mal le porphyre vert et les marbres gris qui font peut-être aussi qui sont intéressants par rapport au jeu de lumière que pouvaient donner les ouvertures faites avec ce verre à vitre de couleur olivâtre. Voilà. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose qui se joue à ce niveau-là. D'un point de vue des luminaires, on n'en sait rien. On a beaucoup de luminaires qui sont en verre, souvent attachés par des attaches en bronze, donc qui étaient plutôt suspendus que posés. Dans le baptistère, à un endroit sur le sol, on a très clairement une zone très distincte, sombre, un peu de suie, qui correspondrait vraiment à soit un objet, un éclairage qui est tombé, ou un éclairage qui venait chauffer ou cet espace. Enfin, un chandelier ou quelque chose comme ça. Voilà. On a retrouvé, là en position primaire, les restes de ce couvercle de reliquaire qui, vous voyez, est formé essentiellement de cercles imbriqués avec des décors un peu plus complexes sur sa surface oblique, qui aurait pu occuper donc le baptistère sur l'aménagement que je vous ai mentionné. Qui est quelque chose aussi d'assez exceptionnel, puisqu'en fait, c'est des choses qu'on ne retrouve habituellement pas. Peut-être qu'on retrouve dans les églises du sud de la France, mais qu'on ne retrouve pas du tout, en fait. On n'a pas la chance de retrouver dans nos régions. Voilà. Alors, je vous ai parlé d'un incendie. Alors, on sait que dans la première moitié du 5e siècle, cette église a été incendiée. On sait, on a retrouvé des niveaux d'incendie, comme ceux que je vous ai montrés, donc des niveaux très sombres, dans lesquels on a retrouvé aussi les éléments de vitrage que je vous ai montrés, et dans lesquels on a retrouvé toute une série d'armements. Notamment ces deux-ci, ces deux que vous voyez ici. Donc tout d'abord, cette importante pointe, là, qui fait plus de 30 cm, qui pourrait être une pointe de baliste, donc d'un engin militaire. Alors à savoir si c'était l'engin militaire qui a servi à défendre la forteresse ou celui qui a pu être envoyé par les assaillants. Ce qui est sûr, c'est que l'élément suivant, une pointe de flèche incendiaire, a été retrouvé dans la démolition et un des éléments qui a mis clairement le feu à la basilique. Donc c'est aussi exceptionnel puisqu'on arrive à trouver là les éléments qui ont conduit en fait à l'incendie de ce mur. C'est quelque chose de tout à fait exceptionnel. Quel événement? Très difficile à dire. On sait notamment qu'au début du 5e siècle, en 406,
On a toute une série des grandes troupes germaines qui traversent le Rhin, puisque le Rhin gèle, et les Germains en profitent pour traverser et entrer dans l'Empire romain, que ce sont les plus grandes incursions germaniques que l'Empire ait connues, et qui ont conduit aussi au retrait des troupes romaines dans le courant du IVe siècle. Alors, est-ce que c'est les effets de cette incursion-là, difficile à dire, ou est-ce que c'est les effets d'un événement postérieur? Voilà, on ne peut pas y répondre de manière très évidente. Voilà, je vous ai mis ces photos pour vous montrer que cette église n'était pas seule, mais qu'on a retrouvé toute une série de constructions autour qui, elles aussi, ne sont pas faciles à identifier, puisqu'en fait, comme vous le voyez, ici, on n'a pas énormément de sédiments au-dessus de ces monuments. À savoir que là, on est en fondation, et donc, voilà, si on regarde ces fondations et le niveau de sol actuel aujourd'hui, les élévations seraient hors sol actuel, donc on les a plus, c'est clair. Par contre, on voit ici un bâtiment important qui faisait aussi qui faisait 1 mètre de large, qui se trouve à proximité de l'église, et qui a ce creux ici. Je ne sais pas si vous voyez, on a très clairement le radier, un creux au centre. Donc on voit que c'est un système de fondation très particulier, avec un poutrage interne, un système de construction qu'on a retrouvé aussi dans le rempart qui fermait la forteresse du côté du tour. Donc voilà, ici, on a simplement retrouvé cette petite pièce, comme un champignon, comme ça, au milieu de rien. Il n'y avait pas le reste du bâtiment autour, probablement en matériaux légers, donc en bois, mais qui n'a laissé aucune autre trace. Il y a un sol en mortier de chaux avec ces conduits, qui sont en fait des conduits de chauffe. Donc à l'époque, en fait, on a des canaux rayonnants comme ça, avec un foyer qui vient chauffer en fait le sol. Et puis ici, des restes de murs, avec ces restes de murs qui sont parallèles. On a réaménagé ça grossièrement, qui pourrait être les restes d'un grenier. Donc ça, c'est un bâtiment qui se trouve vraiment à côté de l'église. Et puis, pour vous donner un peu la complexité des choses, j'ai entendu dire qu'on vous a parlé des terres noires lors d'une présentation précédente. Donc ces niveaux-là sont dans les terres noires. Les terres noires ont un désavantage, c'est qu'on ne voit pas les structures en bois. Habituellement, on peut voir en archéologie des trous de poteaux ou des restes de sablières qui marquent en fait des bâtiments. Le problème dans ces niveaux-là, on a beau fouiller avec toute la meilleure finesse du monde, on n'arrive pas à voir ces choses, à moins que les poteaux en question aient eu des pierres de calage qui marquent bien l'emplacement de ces poteaux. Et preuve en est, c'est que on a eu dans ces niveaux-là un grand épandage de mortier qui correspondait probablement à l'endroit où on avait brassé le mortier pour la construction de l'église. Et dans les terres noires qui se trouvaient à proximité, on avait à peu près une quinzaine de trous de poteaux. Et dans cet épandage de mortier, on avait l'empreinte à peu près 200 trous de poteaux et de pieux qui se matérialisaient. Parce qu'en fait, on avait clairement les trous dans le mortier qui s'étaient matérialisés. Donc ça montre aussi toute la perte d'informations qu'on peut avoir des fois en archéologie, qui montre en fait un foisonnement de construction, d'aménagement qu'on n'arrive plus à trouver. Donc des fois on a des monuments qui semblent seuls, comme ça au milieu de rien, et en fait c'est pas le cas. Mais on n'arrive plus à déterminer la forme de ces constructions, leur fonction, donc voilà. Bon ça, je ne sais pas si je vais rentrer dans ce sujet-là, mais c'était pour vous dire qu'en Suisse, on a, vous avez posé la question, toute une série de fortifications, le long du Rhin notamment, où on a des églises qui se mettent en place au début du Ve siècle. Donc là, on a une fortification à Zurzach, qui est l'ancienne Télédo, en fait, dans l'Antiquité, le long du Rhin, donc en Suisse. Donc voilà, on a ici une église, une petite basilique palo-chrétienne qui n'est pas comparable à notre église, mais qui montre en fait qu'on avait déjà des petites églises qui étaient construites dans ces fortifications, avec ici un baptistère, mais lui qui était quadrangulaire. Alors là, une autre église beaucoup plus importante, dans une fortification qui est très importante dans nos régions, qui est la fortification de Kaiserhaus, qui est une église, une grande basilique palo-chrétienne, elle avec une abside. Donc aussi dans le cadre d'une fortification, construite elle aussi entre la fin du IVe et puis le début du Ve siècle. Et puis, en marge de notre région, il y a le grand complexe épiscopal de Genève, qui lui aussi remplit toute une partie en fait, de la fortification de Genève,
avec un complexe qui est aussi adossé contre le rempart. Bon, là, on est dans un complexe épiscopal, donc la question qui se pose, et qui reste quand même une question ouverte, pourquoi on a une basilique aussi importante à Antioche? Pourquoi? Alors, on a eu des élites locales, comme j'ai dit, qui ont eu un rôle très important, des moyens financiers très importants, qui ont notamment dû faire construire le théâtre, que je vous ai montré. Ces élites sont peut-être restées, en fait, au IVe siècle, elles étaient encore dans la région, et ont fait édifier, en fait, cette église. C'est possible. Le problème qui se pose, c'est le baptistère, puisqu'en fait, à cette période-là, le baptistère dit souvent centre d'un épiscopat. Alors, à la fin du IVe siècle, c'est souvent le cas dans nos régions, parce qu'en fait, après, il y a des réglementations pour dire qu'on ne peut pas avoir un baptistère si on n'est pas rattaché en fait, à un épiscopat. En Suisse, le problème, on voit que les cas de figure sont des fois complexes, puisqu'en fait, on a beaucoup de sièges épiscopaux qui changent d'endroit. Par exemple, pour l'épiscopat en Helvétie, on a un siège en endroit à Bourg, puis après il passe à Manche, puis il faut passer à Bourg, donc on voit qu'il y a des mouvances comme ça, et il est possible, sans dire qu'on ait eu une cathédrale, qu'à un moment donné, on ait pu avoir un évêque de Besançon, donc le siège épiscopal, qui ait une origine à Mandeuil, et qui pour des raisons peut-être de sécurité, se soit réfugié en fait, ou en tout cas ait occupé, pour un certain temps, cet espace, et fait construire cet édifice. C'est possible même que peut-être on a eu lieu, j'y crois un peu moins, le siège d'un épiscopat éphémère, ce qui arrive beaucoup à cette période-là, et qui n'a pas laissé de traces dans un concile. Voilà. Les conciles laissent le trace des épiscopats pour les évêques qui vont au concile, mais ce n'est pas le cas de tous les évêques. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais encore vous dire par rapport à ça? Voilà, j'ai fini. Oui. Je vous remercie pour votre attention. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Moi j'ai une question concernant le baptistère. Est-ce que l'eau qui était dans les baptistères était de l'eau stagnante ou de l'eau circulante? Alors là, on n'a pas. Et comme vous êtes en la rivière, la plupart du temps, on avait côté des sources d'eau, il y a des. Oui, alors là, voilà, effectivement, on n'a pas de traces d'alimentation d'eau. Et c'est vrai que la chose peut s'expliquer simplement. On avait déjà parlé de la conservation qui est très difficile. Et aussi parce qu'en fait, on a beaucoup de canalisations à cette époque qui sont en bois. Et qui sont en bois, et les deux parties en bois sont unies par un cerclage en fer. Mais en fait, voilà, si on ne tombe pas sur le tronçon sur lequel il y a le cerclage en fer, eh ben, on n'a pas la trace de cette canalisation. Et on sait que, pour par exemple les thermes, l'alimentation des thermes, ou l'évacuation, parce qu'on ne sait pas si, voilà, si c'est la canalisation de l'une de l'un ou de l'autre, eh ben, en fait, il y a une canalisation en bois avec cerclage de fer. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc c'est vrai que des fois, c'est des types d'aménagements qui sont peut-être différents de ceux que vous avez l'habitude de voir. Voilà. Ça a un petit côté exotique peut-être pour vous. Une approche de Je trouve. Non, une approche de la cérémonie du baptême, on appelle ça, la liturgie. Ouais. Vous avez travaillé un peu là-dessus? Ben oui, mais par rapport à notre aménagement, il n'y a pas véritablement de traces de matérialisation de ce type-là. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un peu difficile. Je pense que le local qui se trouve véritablement à côté du baptistère, on avait dit au baptistère, c'est probablement. Ouais. Parce qu'il y a une question aussi que je me suis posée, aussi, c'est le baptême des femmes dans l'Antiquité. Ça, il y a des textes là-dessus. Ouais. Mais il y a toute une liturgie aussi, c'est intéressant de voir comment ça se passe dans la réalité en fait, archéologique.
Parce que souvent, les archéologues y pensent de temps en temps, les gens qui travaillent sur la liturgie ont leur approche bien particulière, mais quand on doit remettre ça dans un lieu bien défini, ça commence à être un peu compliqué. Ouais. Non, ce qui est évident, c'est vrai que la liturgie n'était pas homogène sur l'ensemble du territoire commun. Quand on regarde comment ça se passait en Afrique du Nord ou en Italie du Nord, on a 3 types de liturgie qui sont un peu différentes. Pas grand-chose, mais à chaque fois, c'est des petites choses. Il y a un livre de Jean Guillaume, justement, qui fait l'inventaire des baptistères. Et il y a une introduction, justement, aux différents types de procédures dans la liturgie. Je vous montre tout à l'heure. C'est avec le bouquin. Merci. Concernant Genève, on avait eu monsieur, comment il s'appelait déjà, monsieur, vous en avez parlé tout à l'heure. Charles Bonnet. Charles Bonnet qui était venu nous voir il y a quelques années. Okay. Vous avez cité 2 autres églises de Suisse. Oui. Et est-ce qu'on peut considérer qu'il y a eu une christianisation qui part d'Italie, qui arrive de la Suisse, et que ces églises-là, donc Franche-Comté, Suisse, ressemblent à ce qui se construisait en Italie? Alors, la chose qu'on oublie, c'est qu'en fait, c'est pas une zone qui est totalement périphérique. Il ne faut pas oublier qu'au bas empire, donc là au IVe siècle, la capitale de l'empire, c'est plus Rome. C'est très l'empereur, il est à très loin, on est au nord. 187. Et ça déjà, les capitales de l'époque, vraiment les villes importantes, c'est très dénigrant. La province que je vous ai mentionnée, on est entre les deux. Donc, les voies de communication dans cette province sont essentielles, parce qu'en fait, ça permet de relier et après, toutes les routes qui vont en direction de l'Est, donc en direction des grandes villes qui sont sur le Limes, sur la frontière du Danube, quoi. Donc, c'est vrai que le christianisme, il s'est établi, à mon avis, assez tôt, en fait, dans ces villes. Et c'est vrai que je vous ai parlé de cette période un peu délicate entre le milieu du IVe siècle, on démonte visiblement certains édifices religieux, et puis la fin du IVe siècle, qu'est-ce qui se passe? À mon avis, on a déjà des communautés chrétiennes qui sont dans l'aristocratie séquane, qui ont eu probablement aussi un certain nombre de fonctions dans les proches de l'empereur, qui en fait christianisaient assez vite les villes. Mais les villes, les campagnes se sont été christianisées bien plus tard, en fait. Ça, c'est général. Ouais, mais alors chez nous, c'est très marqué. C'est bien. Chez nous, je ne sais pas quand c'est d'un point de vue rural, mais chez nous, on n'est pas avant la fin du 6e et 7e siècle. Hein. Mais Césaire a travaillé beaucoup sur la évangélisation. C'est général. Pour la petite histoire, mercredi dernier, il y a un livre qui est sorti qui s'appelle L'histoire de l'éducation nationale et révérencieuse. Et la personne qui a écrit ce livre dit qu'en 429, il y a eu un concile d'Orange qui a défini pour la première fois l'école, et que en fait, c'est à partir de cette décision d'Orange que Charlemagne aurait décrété que l'histoire de l'école. Voilà, je vous le dis parce que j'ai trouvé ça assez drôle dans un livre qui vient de sortir. Alors voilà, peut-être que pour un temps, on a eu un certain nombre de maisons qui ont eu des espaces de prière. Et ça, c'est toujours la même question, c'est toujours c'est impossible à. C'est un chiffrage des maisons privées. C'est classique. Au Moyen-Orient, on a plusieurs maisons de prière qui sont des maisons qui ont été reconnues par les archéologues en Syrie, qui sont des maisons carrées tout à fait banales, mais qui sont définies pour différentes raisons comme maisons de prière, de rencontres de prière. Et puis on a en Italie du Nord aussi. C'est difficile à reconnaître en soi, il faut des documents. Il faut des documents pareils. Ah voilà, donc c'est pas que les gens n'étaient plus portés sur la religion, c'est juste que ça ne marquait plus dans les monuments. Et c'est vrai qu'il y a une perte de l'évangélisme, ou en tout cas au début du IVe siècle. Voilà, on n'a plus les moyens, on ne fait plus construire des monuments en son nom, quoi. Donc ça reprendrait véritablement en fait, à la fin du IVe siècle, sous la forme de certaines églises.